ça bloque la circulation. Quand c'est totalement lâche, bah, ça tombe. Et trouver le bon exemple, enfin trouver le bon équilibre, c'est trouver quelque chose qui soit avec la bonne tension finalement entre l'offre et la demande, quoi. Et donc pour revenir sur le bio, mais comme on pourrait l'imaginer pour toute une autre série de produits, enfin d'autres catégories, c'est effectivement quand on arrive à maintenir finalement une offre inférieure à ce qui existe au niveau de la demande. Et ça, si on quitte le bio et qu'on regarde d'autres appellations, pourquoi la Champagne fonctionne, pourquoi le Cognac fonctionne, parce que c'est des appellations pourquoi le Prosecco fonctionne, parce que c'est des appellations qui ont la capacité effectivement de restreindre l'offre et de la mettre effectivement pile poil au niveau de tension pour éviter effectivement c'est potentiellement chute ou hausse qui peuvent finalement tuer le marché. Je pense que dans ce qui pourrait expliquer, enfin le parallèle avec le bio, ce serait... Vous parlez d'appellation, pour vous, Champagne et Cognac, ce ne sont pas des marques à l'étranger? Alors on va dire que on avait parlé tout à l'heure du monde de l'habillement, pour moi c'est assez, effectivement dans l'effet sablier on parle du très haut de gamme et de l'univers du luxe qui fonctionne bien, l'entrée de gamme qui fonctionne à peu près. Ben là pour moi c'est assez marrant de voir qu'elles sont trustées par des opérateurs du luxe, c'est-à-dire c'est les mêmes groupes qu'ils ont dans leurs initiales, des noms de marques hors alimentaire, mais je veux dire d'habillement, quoi. Donc c'est presque, de toute façon, une appellation, c'est ni plus ni moins qu'une marque partagée au niveau de sa production, quoi. Et quid du rosé? Parce que vous nous parlez du champagne et du cognac, voilà, qui ont su dépasser cela, qui sont aujourd'hui propriétés d'établissements de luxe, de groupes de luxe. C'est le cas de plus en plus de rosé aujourd'hui. Est-ce qu'on s'oriente vers cette internationalisation? On va dire que dans les cases à cocher qui permettent de rencontrer un peu le succès, l'intérêt du rosé, c'est qu'il a effectivement il a beaucoup de cases qui cochent, c'est-à-dire que la consommation décomplexée, l'ouverture sur des non-consommateurs, la notion effectivement de fraîcheur, des degrés qui peuvent des fois être un peu abaissés, un produit qui va se consommer hors occasion de repas, c'est-à-dire qu'on imagine, alors je vais aller voir un peu plus tard dans la soirée un producteur qui fait le rosé piscine, et pour montrer effectivement aussi le niveau de déconvection qu'on peut imaginer, puisque c'est des rosés qui sont destinés qui sont très dosés en termes de sucre et qui sont destinés à être consommés avec des glaçons. Mais on va dire que alors c'est assez marrant aussi de voir à l'autre opposé, enfin à l'autre bout du spectre, de voir que ça va être je lisais un article il y a très peu de semaines, enfin il y a peut-être quelques jours là, sur le risque de champanisation de la Provence, parce qu'effectivement je pense que ça va être les nouvelles pépites que les gros groupes du luxe mettront dans leur portefeuille pour pouvoir. Et puis on va dire voilà, effectivement c'est un produit avec une rotation rapide, donc qui intéresse beaucoup la production, parce qu'elle permet effectivement, on ne parle pas de stockage, on parle de produits qui doivent se vendre effectivement sur un cycle court, donc qui coche beaucoup de cases. Produits épicés dans l'année, comme on disait parfois. Pour le rosé. Ouais, c'est la patate chaude, par contre, si vous parlez avec des producteurs ou des embouteilleurs, il faut maintenir les niveaux de stock juste, parce que un rosé de l'année suivante, enfin de l'année précédente, ça se goûte un peu moins bien. Ça pique un peu, hein. Ouais. Alors on me pose la question, là, elle m'est arrivée par écrit, comment être compétitif sur les coûts de revient face à ces concurrents que vous nous avez présentés? Oui. Comment Comment, effectivement, je pense on nous pose souvent la question de l'offre, par exemple, en France, et je dis qu'il y a souvent une problématique, effectivement. Alors, je ne connaissais pas ce terme de sablier, mais je l'ai appris pour venir sur cette conférence. On appelait ça un peu le ventre mou du marché ou le milieu de gamme. C'est vrai qu'on s'aperçoit que dans celui-ci, on sait qu'on va subir la concurrence de tous les autres pays. On est dans le gros du marché. Je renvoie encore une fois à un très bon podcast qui fait vraiment écho en fait à ce qu'on est en train de subir, qui s'appelle Super Fail, qui parle justement des problématiques dans le monde de la mode. Et ce milieu de gamme, ce ventre mou, c'est celui c'était effectivement c'est Camailleux, Pinky. Et effectivement là c'est des produits où en fait on est au niveau international, on n'est pas en mesure de pouvoir se battre auprès de ces produits-là. Par contre, baisser légèrement le curseur ou l'augmenter et essayer de communiquer sur autre chose, là on peut se permettre d'avoir des prix de vente qui soient rémunérateurs pour tout le monde. Mais c'est vrai
on a une problématique d'avoir des pays en face de nous qui sont qui des fois ont des coûts de revient qui sont largement plus bas ou qui ont la capacité effectivement de se dire que s'ils savent pas le faire, alors c'était le cas à un moment en France, de se dire est-ce que vraiment il y a un marché pour l'entrée de gamme, est-ce qu'on critique finalement les importations, mais est-ce qu'elles sont pas finalement nécessaires pour nous aider à alimenter ces bag-in-box de premier prix, ces rosés pamplemousse à l'époque où il y avait cette mode-là. Et à l'époque, je crois qu'on était sur des prix de vente qui étaient aux alentours des 3,50€ la bouteille, quand à la belle mode du rosé pamplemousse, pour des prix d'importation qui étaient aux alentours des 30 centimes. Quand on sait que c'est des produits où il y a quasiment 50% d'eau et du sucre, on avait des rentabilités pour les opérateurs qui étaient sur ces segments-là qui étaient bonnes, quoi. Donc effectivement, est-ce qu'il faut continuer de produire sur ces catégories-là ou aller un poil plus haut? Question complémentaire par rapport à celle qui m'a été donnée. On a parlé des coûts de revient, il y a parfois les droits de douane qui viennent s'y ajouter. Est-ce qu'au Chili, c'est le droit de douane qui fait le marché avec la Chine et les États-Unis, ou c'est la taille potentielle de ces marchés qui fait qu'ils y trouvent leur débouché? Je pense que c'est un mix des deux. C'est vrai que les droits de douane, ils les aident énormément, mais je veux dire, ils les ont aidés pour rentrer, et maintenant ils vont tout faire pour plus laisser les autres, pour verrouiller la porte et qu'il n'y ait plus personne qui rentre. Donc, ce qui va leur garantir le succès, c'est de comprendre les demandes de leurs acheteurs, de s'adapter parfaitement en fait à ce qui est demandé, d'avoir aussi effectivement d'explorer finalement on parle du marché chinois, mais il n'y a pas un marché chinois, il y a plein de marchés chinois différents. Et effectivement, c'est d'être en mesure de répondre exactement à toutes ces demandes. Et puis voilà. Merci. Question pour Florent Siski. Oui, madame. J'en ai encore une, oui. Alors, vous avez une chance, Florian, c'est que vous avez des interlocuteurs qui sont internationaux, donc qui vous donnent du recul aussi par rapport à la situation de la France. On a tendance à se considérer, et c'est l'objet de cette rencontre aujourd'hui, potentiellement en difficulté maintenant ou d'ici quelques années. On voit que dans l'hémisphère sud, c'est le cas aussi. Est-ce que la France est encore regardée comme peut-être porteuse de solutions? C'est-à-dire que est-ce que nous, on a des solutions qu'on ignore, mais que vos interlocuteurs étrangers voient? J'ai la question. Merci. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est vrai. Alors je vais prendre. Ouais, merci. Je vais avoir besoin. Ce qui est assez marrant, c'est que ça va être, je sais pas, peut-être un problème français de se voir toujours comme les vilains petits canards, d'avoir tous les problèmes avant même de commencer. Il faut se dire qu'en tout cas, sur différents segments, on est vraiment vu comme des leaders de certaines catégories avec sans concurrence quasiment en face. Si je reprends encore une fois la Champagne, si on parle du nombre de cols, c'est peut-être effectivement la moitié ou le tiers de ce que peut produire l'appellation Prosecco. En termes de valorisation, on en est très très loin. C'est-à-dire qu'une bouteille de Prosecco, ça va sortir aux alentours des 3€ des par cave quand on est à l'export. Une bouteille de champagne, cette année, en dessous de 15, on n'y est pas, quoi. Donc, ce qui veut dire que, typiquement, sur cette appellation-là, les problèmes de matières premières pour produire, l'impact que peut avoir, par exemple, je sais pas, du verre dans leur prix de vente, c'est peanuts. Alors que quand on est une augmentation de dizaines de centimes sur une bouteille pour faire du Prosecco qui va sortir effectivement à 3€, là, ça a un impact un peu plus fort. Je dirais que dans l'ensemble, à mon avis, on est vraiment vu comme les leaders sur la partie très haut de gamme. Et là, on va avoir moins de gens en face de nous qui sont en mesure de nous concurrencer. On n'est pas du tout vu, quoi, on n'est quasiment pas présent sur l'entrée de gamme. Je pense que là, on n'a pas forcément légitimité parce qu'on a des concurrents qui, effectivement, quand on parlait je vous ramène encore une fois à l'Espagne, on est sur un prix moyen qui est quasiment de 30 centimes en fait le litre. Donc c'est pour ramener à l'actualité de la distillation, c'est quasiment la moitié de ce qui sera sûrement offert en fait pour distiller, quoi. Donc, et là, on n'est pas sur 30 centimes de façon accidentelle, c'est conjoncturel. Ça fait des années qu'on est là-dessus, quoi. Donc
on est copié ou on s'inspire de nous sur la notion des appellations. Alors je ne vais pas dire qu'on est les inventeurs de l'appellation, et encore une fois, si on ramène, c'est dommage de ne pas avoir pu prendre l'exemple italien il y a encore plus d'appellations de vin, il y a encore plus de fromage que chez nous, donc on n'est pas les champions aussi de ces appellations-là. Mais ouais, il y a à mon avis, effectivement, je pense qu'il faut qu'on réussisse effectivement peut-être à repositionner notre milieu de gamme, l'envoyer sur des choses qui fonctionnent. Je reprends ce que Michel disait tout à l'heure là, par rapport au succès de certaines appellations. Enfin, il y a des produits en Côte-du-Rhône qui fonctionnent très bien. On s'aperçoit qu'il y a un modèle aussi où on est assez fort dessus, c'est tout ce négoce un peu hybride, c'est-à-dire des producteurs qui partent et qui ouvrent qui vont ouvrir une activité négoce et qui finalement se retrouvent, on travaille avec des gens qui ont plus de dont la partie négoce a finalement dépassé la partie de leur propre production et qui réussissent à vendre des fois soit la même appellation, soit des vins qui sont hors appellation avec des belles valorisations. Donc on a des choses à faire sur les marques, mais il faut encore une fois réussir à... Enfin, je renvoie à ce que les autres intervenants ont pu expliquer avant. Il y a toute une série de notions de valeur refuge, d'image, de notoriété qui font qu'effectivement on a beaucoup de choses où quand on arrive à le faire, on est assez efficace, quoi. Donc j'espère avoir répondu le mieux possible à votre question, mais vous avez bien pas répondu, en tout cas vous avez noyé le poisson, c'est bien. Michel. Oui, je suis de naturel très optimiste, généralement. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de vous faire remarquer que nous avons plus de 40 millions d'hectolitres de récolte en France, qu'il est illusoire de considérer que ces 40 millions d'hectolitres sont tous des vins qui sont réputés. Et la question est, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on n'arrive pas à vendre avec une bonne valorisation? C'est là le problème. Parce que nos prix de revient à nous, et notre ambition, j'ai eu la prétention, mais je me reprends, presque quand même, et de vouloir à tout prix penser qu'on va pouvoir accéder au rang de cru, alors qu'on n'y est pas, et que qualitativement, on n'y sera pas. Donc c'est la question. On ne peut pas, vu nos prix de revient, lutter contre l'Espagne ou des trucs comme ça. Mais résultat, on est là, on traîne. On traîne et je pense qu'il faut à tout prix trouver quelques solutions, parce que sinon la seule solution qui va s'imposer, c'est de distiller encore et encore, et d'arracher. Je reviens sur ce que je vous disais dans mon introduction, non pas que mon introduction soit un modèle, mais la question est de savoir comment assurer un revenu suffisant à l'ensemble de la viticulture. C'est pas de dire, bon, moi j'ai trouvé la solution, moi j'ai trouvé la combine, je me débrouille, et puis les autres crèvent. Non. Enfin, je suis pas là pour ça. Je crois que personne ici n'est là pour ça. Et je vois des gens ici dans ces salles pour lesquels l'idée du collectif signifie quand même quelque chose. Sinon, ils ne passeraient pas leur temps à défendre les intérêts du collectif, d'ailleurs au prix bien souvent de leurs propres affaires. Donc voilà, moi c'est ça, mais je pense que quand même, il ne faut pas rêver, les vins français ont une belle image, etc. Mais ce n'est pas tous. On a, à mon avis, un paquet d'hectolitres dont on ne sait pas que faire. Pour mettre un peu les pieds dans le plat, c'est vrai que quand on parle je parlais de ces vins génériques espagnols, on parle de vins qui vont être produits entre 11 et... Si je prends un rouge pour ramener à peut-être l'appellation dans laquelle on va se trouver ici, quoi. On parle de vins rouges qui sont entre 11,5 et 12,5, qui ont des niveaux de couleur de minimum 6 à 7 points d'intensité colorante. Donc, ce qui veut dire que pour le néophyte, on ne voit pas tout à fait son doigt derrière le verre quand on le tient, mais ça reste quand même un peu transparent. C'est sûr que quand on a des problématiques à vendre, par exemple, c'est une appellation que je connais moins que ce qu'on peut travailler nous, sur la partie languedocienne. Si je prends les Côtes-du-Rhône, je discutais avec des opérateurs qui me disaient que les points de couleur ont augmenté l'année dernière d'1 point et qu'on est passé de 4 à 5 en points de couleur mis en marché. Quand ça se vend en appellation Côte-du-Rhône et que ça trouve son consommateur parfait, mais malheureusement quand ça ne se vend pas en appellation Côte-du-Rhône et qu'il faut réussir à sortir ça,
on n'est pas au niveau d'un vin générique espagnol, c'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau d'un niveau bas de gamme de ce qui peut exister. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être effectivement des produits qui ne sont plus adaptés à leur marché, qui se vendaient parce qu'il y avait un espèce d'aspirateur. Il y avait effectivement, l'aspirateur, il peut s'appeler la génération baby boomer, ou il peut s'appeler effectivement un niveau de consommation de litres par habitant qui était plus élevé. Mais une fois qu'on sort de ça, on se retrouve effectivement à avoir une problématique pour les écouler. Et est-ce qu'il faut se dire que c'est malheureux de se dire qu'on va peut-être contracter la production, mais peut-être que ce sera avec arrachage et distillation, on va peut-être au moins assurer un avenir radieux pour ceux qui resteront, puisque je vous ramène aussi aux études pas forcément du vin, mais de l'agriculture, où on sait que sous 10 ans, il y a 50% de la production où il va y avoir un changement de propriétaire, puisqu'on est sur des... Sur générationnel. Exactement. Alors, juste une dernière question, elle fera la boucle avec ce que disait Jérôme Fourquet tout à l'heure par rapport à la fast fashion qu'on observe dans la mode, et avec tout ce milieu de gamme qui disparaît alors que par ailleurs il fut très populaire et il y a peu de temps. Est-ce qu'il y a un risque de fast fashion comme celui qu'on a connu par exemple avec le rosé pamplemousse dans le vin? Est-ce que cette fast fashion présente un risque de faillite pour les exploitations qui y participeraient? Fast fashion, à l'époque des rosés pamplemousse, je vois quelques opérateurs dans la salle, je ne dois pas citer, mais qui connaissent mieux ce segment-là. C'était même pas de la fast fashion, puisque ça durait quand même presque entre 5 et 6 ans. Alors, ça a duré, mais c'était pas forcément... Ça a écoulé peut-être au début des vins français, mais ça s'alimentait énormément finalement de vins soit espagnols, soit d'Afrique du Sud d'ailleurs à l'époque. Disons que vous nous avez parlé de produits comme Stella Rossa par exemple aux États-Unis, on crée un produit, on peut connaître un engouement avec ce produit, mais si le produit passe de mode, qu'est-ce qu'il advient des exploitations qui nourrissaient cette production? C'est le sens de ma question. Ouais, alors j'aimerais avoir une boule de cristal ou une solution. Est-ce que vous avez vu des faillites sur certains marchés, tout simplement, où on avait pu créer des nouveaux produits, et puis les personnes qui mettaient en marché sont passées à autre chose, et les viticulteurs, finalement... ce serait effectivement, alors c'est moins la fast fashion, mais l'exemple que je prenais tout à l'heure pour l'Australie et puis les vins chinois, c'est effectivement des pays qui ont peut-être... ou des opérateurs qui se sont appuyés sur uniquement un seul débouché, qui n'ont pas essayé de diversifier, qui sont allés peut-être aussi à la solution de facilité. C'est peut-être un petit peu ce qui se passe en France avec notre production et notre consommation nationale qui a toujours été importante par rapport à d'autres pays où on s'est peut-être juste reposé sur nos lauriers en pensant qu'effectivement, pourquoi s'emmerder finalement à faire de l'export, il faut parler des langues, il faut se déplacer, il faut y passer du temps parce que c'est des démarches qui sont longues. Et puis, alors que finalement, si on fait une promo puis qu'on l'envoie à une chaîne de GD, derrière, elle nous prendra tout, quoi. Donc, je dirais que c'est plutôt dans une répartition stratégique qu'on évite effectivement cette problématique de fast fashion. Qu'on met tous ses œufs dans le même panier, en fait. Merci Florian Seski. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de Ciati Europe. Merci pour votre intervention.